Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, c'est l'épisode 52. Bonjour à toi, chère auditrice, chers auditeurs. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à chaque fois avec notre principal délégué de la gastronomie professionnelle, je nommé Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc, bonjour à tous et à toutes. Alors, si vous avez écouté le dernier épisode, nous avons parlé de la visite au marché de ma chère et tendre qui est revenue les bras chargés de sacs qui dégoulinent et qui sentent bon comme ça. Elle a embaumé notre cuisine de produits de la mer et j'ai l'impression d'être dans une poissonnerie en fait. C'est très difficile d'aller au marché matinal, surtout celui où il faut se lever très tôt, celui qui est réservé aux professionnels et de revenir les bras vides, surtout quand on aime bien manger. Alors elle a fait ça avec des copines. Et là-bas, effectivement, on trouve toute une série de produits de saison pour un prix vraiment dérisoire. La semaine dernière, nous avons parlé du tourteau qu'elle a ramené, qui, à l'heure qu'il est, a été mangé. Les photos ont été publiées, c'était délicieux. On va encore en reprendre. La saison, c'est un peu plus tard, enfin, quand ça reviendra. Mais en attendant, donc Guy, c'est noté la prochaine fois que tu viendras nous rendre visite en perfide Albion, comme disait notre ami Napoléon. Nous allons essayer de prendre un petit moment pour aller faire un tour à ce marché si tu es prêt à te lever de bonne heure. Oui, mais ce n'était pas Napoléon qui disait ça, hein, c'était Louis XI qui disait ça, si mes souvenirs sont bons. Merci pour la rectification. Je vais le vérifier, tiens. On voit qu'il y en a un qui est toujours prêt à étaler son savoir à la gueule des autres pour qu'il passe pour des... Voilà. Allez voir, tiens. Parce que voilà, ça c'est le côté historien de notre ami, parce qu'il n'est pas seulement cuisinier ou chef, il a aussi plusieurs autres casquettes. Mais Napoléon l'a peut-être utilisé, mais je pense que le premier, je vais aller voir qui a dit ça, tiens. Voilà, disons que il regrettait juste de ne pas avoir pu y aller, comme l'avait fait l'autre là pendant Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. En tout cas, Madame de Sévigné le disait déjà. Maintenant, il faudrait voir. Apparemment, à la bataille d'Azincourt, on a l'air de dire qu'on a déjà entendu parler de cette histoire-là. Mais bon. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, ce sera l'occasion un jour d'y aller et de faire peut-être un épisode rien que d'être là-bas. J'ai hâte en fait de retourner dans un endroit où on trouve des matières premières fraîches et dans un grand marché de professionnels avec toi parce que c'est toujours un moment très, très intensif, très intéressant. Donc, parmi les objets, les produits qu'elle a ramenés, parce qu'après, tu sais, je t'ai pas dit, elles ont été au marché matinal de fruits et légumes, qui n'est pas dans le même endroit. Hein. Et elle est revenue avec 5 caisses de mangue. Waouh! Oui. C'est des caisses avec entre 10 et 12 mangues chacune. Des mangues du Pérou qui sont super bien mûres. Elles sont jaunes, rouges, comme ça, et elles sentent bon la mangue. Attention, mise en garde, hein, la mangue, dangereux au niveau du foie quand on en mange trop, hein. Oui, je sais. Tu m'as déjà dit, parce qu'elle a trop de vitamine A, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, je crois que là, je peux même ouvrir une distillerie d'alcool de mangue avec tout ce qu'elle a ramené. Mais elle a payé 1 € la caisse. Ça, c'est parce qu'elles étaient bonnes à manger et que le marchand n'aurait pas pu les vendre dans 2 jours. Voilà. Alors, un petit truc que je lui dis quand tu achètes du poisson, tu dis bien au marchand, et ça, je fais un clin d'œil à mon cousin qui nous écoute et qui anime des émissions radio au Pays Basque, le mercredi, sur France Bleu, et qui dit... D'ailleurs, il s'est fait engueuler par son poissonnier à ce niveau-là. Quand tu achètes du poisson, tu dis bien au poissonnier, c'est pas pour cuisiner tout de suite, c'est pour cuisiner dans 3 jours. Pourquoi tu ris? Mais je ris parce qu'alors ça met le poissonnier dans l'embarras parce que il doit pouvoir donner un poisson qui est encore bon dans 3 jours. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Et ça c'est pour être sûr d'avoir du poisson bien frais parce que le poisson, c'est pas marqué dessus la date de péremption ou la date où il a été pêché. Donc, bon, ce qu'on achète au supermarché est déjà étiqueté, il y a traçabilité, machin chouette, mais dans les poissonniers comme ça, parfois ils peuvent te refiler un truc, t'es pas sûr, quoi. Surtout quand t'es pas un professionnel qui peut repérer du premier coup d'œil si le poisson est tout frais ou s'il est un petit peu sur la limite de la faim. Quoi qu'il en soit. Donc, elle m'a raconté tout son périple et elle a ramené parmi tous ces bons produits de la mer des poissons
qui s'appelle en anglais sea bass. Et donc que tu pourrais dire en bon francophone que tu es en disant ah, c'est de la sébaste. Mais non, là, c'est du bar en fait. Et donc, j'en avais touché un mot au dernier épisode. Et Guy s'est dit, oh, mais avec du bar, il y a plein de choses à faire. Hein, le bar, c'est déjà un poisson qui, je me souviens, est souvent à la carte dans les bons restaurants, non? Oui, tout à fait. Et en plus, quand c'est du bar sauvage, du bar de ligne, parce que le bar existe en version élevage, il est un petit peu différent. Bon, dans le sens, il est un peu moins cher, ça c'est déjà une première chose. Il est un peu plus trapu, le bar d'élevage. Le bar de ligne, dit bar sauvage, est un petit peu plus effilé. Et alors, nous dirons que le bar sauvage est un peu plus musculeux. Pour une raison toute simple, c'est que il ne vit pas dans une cage avec des filets autour de lui. Hein, la on nourriture le qui nourrit tombe tous les tout cuit. jours abondamment, voilà. Il doit attraper sa nourriture. Comme c'est un carnivore, ben, il doit courir après des poissons. Enfin, courir n'est pas le terme. Nager après des poissons qui, eux, n'ont qu'une idée en tête, c'est de lui échapper. Donc, il doit évidemment aller plus vite qu'eux. Et alors, d'autre part, c'est un poisson qui aime les courants violents. C'est un poisson qui aime les endroits rocailleux, rocheux, et où les mouvements d'eau sont assez importants. Hein, entre autres, on le trouve au large de la Bretagne, là où les courants sont parmi les plus rapides du monde. Donc, c'est un poisson qui est habitué à devoir se mouvoir dans des éléments, je dirais, peu cléments. Hein. Donc, c'est un poisson qui est très nerveux, qui est très... je dirais très athlétique, voilà. Voilà. Ce que le bar sauvage est par rapport au bar d'élevage qui, lui, vit au farniente jusqu'à ce qu'on décide de l'attraper pour le cuisiner. Voilà, donc on sort de la cuisine pour passer au bar. Voilà, alors, pour passer au bar, bon, ben, nous allons faire un bar au pastis, hein. C'est approprié, hein. Ben oui. C'est-à-dire? Alors, en fait, quand on dit au pastis, bon, il y a plusieurs recettes. Il y a soit le bar rôti que l'on va flamber au pastis devant les convives, alors ça fait toujours un petit peu de show en restauration, mais c'est déjà une recette qui est un peu passée, hein. Faut reconnaître qu'elle a eu sa petite mode il y a, je dirais, 15-20 ans, à l'époque où on a commencé à trouver les premiers bars d'élevage, et que ce poisson-là est devenu un produit un petit peu plus démocratique, donc on a beaucoup fait de show dans certains restaurants. C'est il y a 15-20 ans, oui, nous étions tous plus jeunes en fait. Donc alors faire un bar au pastis, ce n'était pas très compliqué. Bien sûr, le poisson était nettoyé, hein, vidé évidemment. Écaillé, bien sûr. On avait rectifié un petit peu ses nageoires, mais pas toujours. Hein. Normalement, je vais peut-être reprendre un petit peu les opérations qu'on doit faire. Si vous achetez un bar comme celui que vous avez acheté, c'est-à-dire un bar qui est encore entier, non vidé, première opération, c'est de le vider. Alors on coupe, je dirais, le ventre du bar avec un couteau bien effilé, et puis après on enlève les entrailles. Bon, ça c'est la première chose à faire. Hein. On le rince soigneusement. Ensuite, on va l'habiller, c'est qu'on va enlever avec une paire de ciseaux de cuisine les nageoires, et on va rectifier légèrement la nageoire caudale, donc on va un petit peu la légaliser. Alors une fois que c'est fait, bon ben vous m'avez parlé d'écaillage. Normalement, on doit écailler le poisson avant de le vider. Pourquoi? Parce qu'il faut profiter que le poisson est bien rebondi. Si on l'écaille après avoir été vidé, il y a les flancs qui sont flasques et c'est beaucoup moins facile. Ah, oui. Donc c'est la première opération, c'est l'écaillage. Alors l'écaillage, comment est-ce que ça se pratique? On a soit un appareil à écailler, mais ceux qu'on vend dans le commerce souvent sont adaptés aux très gros poissons de type saumon. Or le bar est un poisson beaucoup plus petit, avec des écailles beaucoup plus petites. À ce moment-là, on prend le dos d'un couteau, hein, et délicatement, on va dire en partant de la queue vers la tête, on passe la lame du couteau sur le dos du poisson de manière à enlever les écailles. À rebrousse-poil. À rebrousser écailles, on va dire, à rebrousse-poil. Oui. Hein. Puisque vous vous en doutez bien, pour des raisons aérodynamiques, les écailles se chevauchent et sont orientées de la tête vers la queue. Et ça s'enlève facilement, les écailles? Oh oui, ça s'enlève très facilement. Hein. Et alors on rince soigneusement le poisson de manière à enlever ces petites écailles qui collent malgré tout à la peau, de manière à les éliminer. Alors une fois que c'est fait, bon, ben il n'y a plus qu'à préparer le poisson. Alors dans le cas du bar flambé au pastis, ce n'est pas compliqué. On peut fourrer toute une série de bonnes choses à l'intérieur du poisson pour le parfumer. Alors ça peut être du thym, un petit peu de laurier, thym frais de préférence, mais c'est surtout, si c'est un bar aux fenouil, des branches de fenouil séchées ou éventuellement de fenouil frais, si c'est en pleine saison, en plein été, qu'on a la chance d'avoir du fenouil dans son jardin. À ce moment-là, on va cueillir
des petites branchettes de fenouil et on s'arrange pour farcir le poisson avec les branchettes. Alors on le dispose sur une plaque à rôtir ou sur une lèche frite qu'on enduit de beurre fondu ou éventuellement d'huile d'olive si on veut vraiment respecter, je dirais, la tradition du midi. Hein. On le sale, on le poivre à l'intérieur. On passe au pinceau de nouveau de l'huile d'olive ou du beurre fondu sur la partie supérieure du poisson. Et puis on enfourne dans un four bien chaud, hein, du style 180 degrés. Selon la taille du poisson, je vais dire un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes pour un très gros bar. Et on vérifie la cuisson. Alors comment vérifie-t-on la cuisson? On la vérifie en regardant à l'intérieur du poisson si la chair est cuite ou pas. C'est là-bas que ça se verra le mieux, évidemment. Hein. Une fois que le bar est cuit, on le présentait sur un plat de service de nouveau beurré ou légèrement huilé, et puis le maître d'hôtel ou le garçon arrivait avec un petit caclon avec du pastis, et puis on flambait le poisson devant les clients. Ça faisait un petit peu de chaud et on servait ça. Est-ce que ça apportait du goût? Oui, ça apporte quand même du goût. Maintenant, on l'aurait arrosé avec le pastis, ça revenait exactement au même. Le fait de flamber, c'était pour faire un petit peu de chaud, bien entendu. Hein. Bon, alors pour flamber, il faut chauffer le pastis d'abord? On le fait chauffer un petit peu dans un petit caclon, hein, et puis après, on met le feu et puis on le verse flambant sur le poisson. Et puis le feu s'éteint automatiquement dès qu'il n'y a plus d'alcool dans le pastis, et puis voilà, il a pris le goût du pastis. Il faut éviter les chevelures Oui. J'ai déjà vu une demoiselle prendre feu comme ça avec des crêpes flambées, c'est toujours assez spectaculaire. Hein. Elle avait des cheveux qui lui pendaient devant le front, et alors pour mieux voir les crêpes, évidemment, elle s'était penchée sur ses crêpes en train de flamber, et ce sont ses cheveux qui ont pris feu. Bon, autant vous dire qu'elle a disparu... Elle a disparu dans les arrières, épouvantée, et alors elle frappait sa tête avec sa serviette de service pour éteindre les flammes. Bon, il y a eu plus de peur que de mal, elle n'a pas été, je dirais, très brûlée, elle n'avait aucune trace, disons, de brûlure physique, si c'était un petit peu les cheveux, mais c'est vrai que c'était spectaculaire. En plus, ça sent pas bon, les cheveux qui brûlent. Ah, ça ne sentait pas bon, mais surtout elle a paniqué, je la vois encore. Hein. C'était dans une école hôtelière dont je ne dirai pas le nom. Voilà. C'était pas la mienne, je tiens à le préciser. J'étais en visite à l'extérieur. Et je peux encore dire l'année, c'était en 1986, voilà. Oh là là, c'était encore plus jeune. Ah oui, c'était il y a longtemps. Hein. Et donc, il faut flamber au niveau de servir. Mais on flambe généralement au dernier moment, au moment de servir. Mais si c'est pour faire chez soi et qu'on n'a pas envie de flamber parce qu'on a parfois un petit peu peur, et puis il y a madame qui dit non, ne flambe pas de mettre le feu à la maison, mais il suffit d'arroser avec un tout petit peu de pastis qu'on a fait préchauffer et on a exactement le même résultat. Hein. Voilà. Et on sert ça avec quoi? Eh ben, on sert ça traditionnellement avec un beurre blanc. Alors un beurre blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un beurre qu'on a monté après avoir fait une petite réduction, vin blanc, trait de vinaigre ou de jus de citron, échalote hachée. On a une petite réduction avec un peu de sel, un petit peu de poivre de Cayenne ou un petit peu de poivre du moulin. On ajoute du beurre en parcelles bien froid qu'on a coupé en dés, donc du beurre qui sort du réfrigérateur. C'est une condition, c'est que le beurre soit bien froid pour avoir une belle émulsion. Alors au fouet, on va incorporer ce beurre dans le liquide réduit, et là on va avoir une sauce onctueuse, et pour donner ce goût pastis, on met un petit trait de pastis dans la sauce pour donner ce goût de Dani, finalement, à la sauce. Alors on peut le servir soit en entrée à ce moment-là, bon ben il n'y a que le poisson et la sauce, soit éventuellement en plat avec des pommes nature, pour prendre un exemple qui accommode très bien ce genre de plat. Éventuellement, oui, ou bien on prend des petites grenailles de Noirmoutier, des petites râpes de Noirmoutier, ça peut donner aussi une très belle association. Là on les cuit en pot, hein, et on les sert dans leur pot en même temps que le plat. Et comme légumes? Alors comme légumes, si on veut mettre un légume, on met généralement des légumes nature, des légumes donc qui sont simplement pochés. On peut mettre du poireau, on peut mettre du fenouil d'ailleurs. Oui. On peut mettre, comment dirais-je, des carottes, on peut mettre des courgettes que l'on a tournées, on peut mettre du concombre. On peut aussi faire un tillant de légumes, par exemple, pour rester dans l'esprit méditerranéen. Hein. Donc le tillant de légumes, qu'est-ce que c'est? C'est un genre, je dirais, c'est un gratin de légumes qu'on a cuit au four. Alors on alterne des couches, ou plutôt des tranches de tomates, d'aubergines, de courgettes, de poivrons, d'oignons. Attention, si on met des légumes avec des cuissons différentes,
On peut toujours faire pré-cuire un tout petit peu les légumes les plus durs, par exemple, on peut faire pré-cuire un rien de poivron. Par contre, la tomate, il ne faudra pas la faire pré-cuire. Hein. Donc on altère toutes ces couches-là en les faisant se chevaucher, je dirais quasiment verticalement. On met un petit peu de sel, de poivre, d'herbe de Provence, un petit peu d'ail écrasé, et on cuit tout ça au four, d'abord avec un papier de protection pour éviter que ça ne brûle, et puis après, quand la cuisson est quasiment faite, on enlève le papier et on dégage les légumes pour qu'ils soient à l'air de manière à colorer légèrement. Mais ça, vous allez voir sur Internet, vous trouverez, ils ont des recettes de tian en veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs et avec les détails de la préparation. Et c'est généralement bien fait. Et elles sont bien faites, voilà. Ici, j'ai donné vraiment une approche très rapide et très succincte du tian. Alors, une autre manière de cuisiner le bar, et ça, c'est une recette que dans les écoles hôtelières, on faisait énormément parce que ça donne un peu de travail au personnel de salle lorsque les élèves devaient apprendre à travailler devant le client, c'était le bar au gros sel. Alors, une fois que le bar a été donc nettoyé, donc survidé, écaillé, habillé, comme on dit, on réalisa un mélange avec du gros sel, c'était soit du gros sel blanc, soit du gros sel gris, hein, l'un et l'autre se valent, hein. On aura une plus belle présentation avec le sel blanc, et on aura peut-être un goût un petit peu plus authentique avec le sel gris. Donc on prend une quantité de sel qui est au minimum du double en poids de celui du poisson, hein, de sel du poisson. Donc, si c'est un bar de 500 grammes, on prend 1 kilo de sel, hein. On ajoute un tout petit peu de blanc d'œuf. Quand je dis un tout petit peu, c'est de quoi humidifier un petit peu le sel. Ne pas en mettre trop. J'ai déjà vu sur Internet des recettes où on met 500 grammes de sel et un blanc d'œuf. D'expérience, je dirais que ça me paraît un petit peu beaucoup. Alors on doit faire un mélange où on a l'impression qu'on manipule du sable très très légèrement mouillé. Hein, on mélange à la main de toute façon et on sent ça. Les grains de sel doivent donner l'impression de coller très légèrement ensemble. Hein, alors que quand ils sont secs en principe, ils ne collent absolument pas. Vous mettez une toute fine couche de ce sel humidifié sur votre lèche frite, vous déposez le bar, vous pouvez de nouveau encore le farcir avec des herbes ou des aromates, et puis avec le restant du sel, vous faites un dôme au-dessus du bar, il doit être entièrement couvert. Alors, ici je donne une version nature, mais on peut très bien aromatiser le sel avec toute une série de plantes, hein. Ça peut être du thym, ça peut être du laurier, des épices, des graines de fenouil, du romarin, vraiment là on a le choix, hein. Alors une fois que le bar a été entièrement recouvert, on s'arrange pour façonner joliment le dôme de sel, que ça soit présentable, et on enfourne tout ça dans un four qu'on a fait préchauffer à 220 degrés. Il faut considérer 35-40 minutes de nouveau selon la taille du poisson, parce qu'il faut non seulement que le bar soit cuit, mais il faut que la température ait pu progresser dans le sel, donc c'est relativement plus long que si on mettait simplement le poisson au four, sans aucune autre forme de procès. Donc, et le sel ne cuit pas? Alors le sel ne cuit pas puisque c'est un minéral, donc il ne cuit pas en tant que tel, il chauffe évidemment, hein, mais cuire en tant que tel, non. Par contre, le blanc d'œuf qui a servi à humidifier le sel, lui, il va cuire, hein, et c'est ce qui va apporter la cohésion au dôme de sel et faire une croûte. C'est pas ce qu'on appelle en croûte de sel? C'est ça, c'est tout à fait ça, hein, le bar au gros sel ou en croûte de sel, c'est la même chose. Ah. Alors certains ajouteront, pour donner un petit peu plus de solidité à la croûte de sel, un petit peu de farine. Maintenant, je vais de nouveau vous parler d'expérience. La farine va permettre une meilleure cohésion. Par contre, quand vous allez devoir casser la croûte de sel, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Plus vous mettez de blanc d'œuf, et plus encore si vous mettez de la farine, plus va être solide la croûte de sel. Ça va être un truc en béton. Ah oui, au point que j'ai déjà vu des élèves s'acharner sur ce genre de choses. Il fallait quasiment le marteau pneumatique pour arriver à casser la croûte de sel, hein. Donc, pire que des pâtes de crabe, alors. C'est plus facile, évidemment, bien sûr. C'est plus facile, je dirais, au niveau du montage, parce que le sel est beaucoup plus cohérent. Mais par contre, on le paye 10 fois en difficulté quand on doit casser la croûte de sel, hein. Donc, à ce moment-là, une fois que le poisson est cuit, on le laisse, disons, on peut laisser 10 minutes sans aucun problème hors du four. Il ne va pas refroidir. Et on le présente, lui, de nouveau, avec la croûte de sel, carrément, hein, dans l'ustensile de cuisson, généralement, parce que il est très difficile de l'enlever de l'ustensile de cuisson
et de le mettre sur un ustensile de préparation. Donc, généralement, c'est le plat en métal qui servira à la présentation qui est utilisé pour le passer au four. Hein. Et alors, comment est-ce qu'ils font après les élèves? Alors, comment on fait? Eh bien, avec un grand couteau de service et des couverts, on va casser la croûte de sel au-dessus. On ne l'enlève pas entièrement parce qu'on va devoir après nettoyer le poisson dans sa croûte de sel. Hein. Donc, on dégage la croûte de sel, je dirais, sur la moitié de son épaisseur. Hein, on enlève le couvercle, je vais dire tout simplement. Hein. On essaie de l'enlever en une seule fois qu'elle ne casse pas. Alors, c'est là qu'il y a le paradoxe. Hein. C'est que pour avoir facile pour l'enlever, c'est plus dur, mais on a une croûte de sel qui tient en un seul morceau si on a mis un petit peu de farine et qu'on a mis du blanc d'œuf en suffisance. Par contre, on a beaucoup plus facile à entamer la croûte de sel si on a très peu mis de blanc d'œuf et pas du tout de farine. Mais alors là, on doit s'y prendre en plusieurs fois parce que généralement elle casse et on n'arrive pas à la retirer en une fois. C'est un petit peu le compromis entre je mets du blanc d'œuf en quelle quantité et je mets de la farine si j'en mets en quelle quantité. Voilà, c'est le compromis. On a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Alors le bar étant en peau, on doit évidemment enlever la peau et puis on enlève les filets puisque c'est un poisson qui doit être encore désarrêté. On enlève soigneusement les filets, on les met sur assiette, on sert de nouveau ça avec un beurre blanc, et puis généralement on fait on fait le premier service avec les filets de dos et on fait souvent le second service avec les filets ventraux qui sont un petit peu plus petits. Donc la repasse s'effectue avec les filets ventraux. Maintenant, quand on est chez soi, on met à chacun directement la moitié du poisson. Ce sont souvent des poissons pour 2 personnes. On met la moitié du poisson d'un côté à une personne et la moitié du poisson de l'autre côté à l'autre personne. Donc en quantité, il faut compter un poisson par personne, par 2 personnes. Généralement, c'est un poisson pour 2 personnes. C'est un bar de taille moyenne pour 2 personnes, oui. Et ça apporte quoi la croûte de sel? C'est-à-dire que c'est un moyen de cuisson original qui est aussi un petit peu spectaculaire au niveau du service. Hein. Bon, ça apporte quoi? Ça n'apporte rien ni de plus ni de moins que... Ça apporte du goût? Disons que le sel va saler, évidemment, ça on s'en doute bien. Ça apporte le goût, ça donne un petit goût de marée, puisque le sel, c'est souvent un sel gris de mer, donc il a le goût de la mer. Mais on peut très bien simplement faire le poisson rôti au four. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais on ne peut pas dire que la cuisson en gros sel apporte des choses extraordinaires. La cuisson est à l'étouffer, donc le poisson, par contre, est très moelleux, il n'est pas sec. Hein. Ça, c'est un gros avantage. Alors que moi, j'aurais tendance à penser que le sel va absorber toute l'humidité. Non. Là, il n'y a pas de problème. Le poisson est vraiment très, très moelleux. Et la cuisson est généralement parfaite, même si on n'a pas respecté, je dirais, au degré près ou à la température près le timing, etc. Il n'y a pas de problème, non. Ça, c'est généralement une cuisson qui n'est pas compliquée à réussir. Vous le laissez 5 minutes de plus au four, ça ne sera pas un drame. Par contre, vous faites le bar comme la première version, hein, avec un peu d'huile d'olive sur le poisson. Vous le laissez au four 5 minutes de trop, là, il va être trop sec éventuellement, voire même brûlé, pourquoi pas, si votre four est violent. Hein. Ah oui. Mais ce sont des choses qu'il faut essayer, avoir fait chez soi au moins une fois ou deux dans sa vie. Pour dire, oui, je me suis fait un jour un bar au gros sel, voilà ce que ça donne. Et puis c'est bien, c'est un poisson qui permet de nombreux jeux de mots. Ah oui, le baratin, tout ce qu'on veut. Hein. Oui, le bar papa. Le barbecue. Hein. Si on en mange trop le lendemain, on a la barre. Peut-être, ça je n'en sais rien. Ok, super. Eh ben voilà, le bar, y a plus qu'un, hein, puisque vous avez, c'est 2 bars que vous avez achetés là. Ah, je crois qu'il y en a un peu plus que ça, mais dis-moi, est-ce que je dois les nettoyer avant de les congeler? Est-ce que je peux les évidemment. congeler? Ah oui, mais il faut absolument qu'ils soient nettoyés. Hein. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il faut nettoyer un poisson avant de le congeler? Parce que sinon vous allez laisser les entrailles à l'intérieur et que les entrailles sont source de contamination. Les entrailles, que ce soit dans le poisson, dans la volaille, dans le gibier, ce sont toutes des choses qu'on est parfois susceptible d'acheter encore avec les entrailles. C'est source de pourrissement du produit. Hein. Ah oui. C'est là que se trouvent les bactéries. C'est là que se trouvent... bactéries, là. Oui, c'est là que se trouve quand même toute une série de choses qu'on ne mange pas habituellement et qui n'ont qu'une envie, c'est de se répandre dans le poisson ou bien dans le gibier, et donc on doit les enlever. Faisandé, le gibier, on en a déjà discuté, je suis pas trop pour, hein, je dirais même plutôt que je suis vraiment contre, mais c'est le même pour le poisson. Dès que le poisson est vendu entier, on le lave, on le nettoie et on le lave le plus vite possible pour enlever les sources de contamination potentielle de la chair. Hein. Ok. Donc, vous allez pouvoir passer votre samedi après-midi maintenant à nettoyer les poissons. Hein. Voilà.
Et je vais aller me coucher avec les mains qui sentent la marée parce que ça reste collé aux mains cette odeur. Ah, il vaut peut-être, quand on n'est pas habitué, il vaut mieux mettre des gants, hein. Mais alors, comment faire pour enlever ça des mains? Ah, ben, on chasse un goût par l'autre, hein. Il vaut parfois mieux après s'espacer les mains avec, un oignon coupé en deux. On aura les mains qui sentent l'oignon, mais qui ne sentiront plus le poisson. Ça, c'est déjà un Ah, mais ça, avantage. c'est horrible. Oui, mais disons que entre les deux, il vaut peut-être mieux choisir le goût de l'oignon que celui du poisson, hein. Mais le mieux, c'est de mettre des gants, évidemment, hein. Des gants jetables, hein. Oui, mais je ne peux pas alors du coup percevoir la sensation au Avec des toucher. gants jetables aussi. Et de toute façon, il faut quand même toujours être prudent, hein. Se faire piquer par une arête et attraper une infection au doigt, c'est quand même pas mieux, hein. Ça comme ça arrive. Ben, ça peut arriver, hein. Quand on n'est pas habitué à faire ce genre de manipulation, il faut éviter les sources potentielles de contamination. Donc moi je conseille de mettre des gants à quelqu'un qui n'est pas habitué à le faire, hein. Surtout pour vider les entrailles. Surtout pour vider les entrailles, exactement. Bon, ben je vais m'y mettre à écailler tout ça. Mais dis-moi, pour les grosses crevettes, est-ce qu'il faut vider les entrailles? Non, là il n'y a rien à faire, simplement les rincer. Parce qu'il y a quand même, on le voit à travers la coque, une petite tube noire comme ça. Oui, ça c'est le boyau intérieur, hein, donc qui se trouve sur la partie dorsale des crevettes. Mais ça, quand on cuisine les crevettes entières, on ne sait pas l'enlever. Ce n'est que quand elles sont cuites pochées et qu'on les mange froides qu'on peut éventuellement enlever ce petit boyau, hein. Mais ça n'a aucune espèce d'incidence, je dirais. Bah, disons que ce n'est pas très bon à manger, mais on ne saurait pas l'enlever. On sait l'enlever en partie pour les écrevisses vivantes. Là, on fait ce qu'on appelle la castration de l'écrevisse. Donc, on prend l'écrevisse et puis après, avec l'écaille qui se trouve au milieu de la queue, on donne un quart de tour, on arrache ça et on enlève le boyau en même temps, hein. Alors, en réalité, c'est extrêmement cruel parce que bon, c'est un petit peu comme si on vous arrachait l'intestin vivant, hein. Oui. Bon, avant de vous cuisiner. Alors, bon, c'est vrai que les Anglais faisaient ce genre de choses, hein. On l'a vu dans le film avec Braveheart, hein, où à un moment donné, il y a un des supplices qui consiste à arracher. Mel Gibson, oui. Mel Gibson a enlevé l'intestin de quelqu'un qui est vivant. Bon, il faut dire que quand on fait la castration de l'écrevisse, c'est un peu ce qu'on fait, hein. Et c'est la raison pour laquelle, quand je travaillais en restauration, on ne le pratiquait pas et on nettoyait l'écrevisse par la suite une fois qu'elle était cuite et qu'on avait décortiqué la queue. C'était beaucoup plus facile, on l'enlevait à ce moment-là. La cuisine est quand même parfois cruelle. Oui, tout à fait. Première source de cruauté envers les animaux, n'est-ce pas? Tout à fait. En parlant de cruauté des animaux, parce que je vois que les grosses crevettes qu'il a achetées, donc des espèces de gros, quoi, j'appelle ça gambas en français, ou scampi? Oui, sans doute, oui. Elles sont encore vivantes. Comment est-ce que je peux les tuer sans les faire souffrir de trop? Je les passe juste à la poêle comme ça? On les passe à la poêle, mais ça, je donnerai une recette dans une émission ultérieure, hein. Dans un épisode plus tard. Ah oui. Oui, parce que ça aussi c'est quelque chose, mais il n'y a pas de saison spéciale pour ça. Ce genre de Là, grosses je ne pense crevettes. pas, non. C'est souvent élevé. Et là, elles arrivent. Elles sont Et celles-là, je ne sais pas si ce sont des crevettes d'élevage ou pas. C'est peut-être des crevettes d'élevage, c'est possible. Oui, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'elles sont encore vivantes. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de. Il y a plusieurs choses comme ça qui passent et qui repassent. Et qui font le buzz. Et c'était c'était filmé dans un atelier d'asiatique où ils reprenaient ces grosses crevettes. Apparemment, elles venaient d'être pêchées. Et ils injectaient avec un pistolet une espèce de substance gluante. Transparente à deux endroits comme ça et ça faisait grossir la crevette. Pour donner du poids. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dans cette substance. Alors depuis que il vaut mieux pas le savoir. oui, mais depuis que j'ai vu ça et apparemment ça a l'air, ils avaient l'air de dire qu'ils font tous ça. Depuis que j'ai vu ça, je me suis un peu, comment dire, calmé au niveau de ce genre de produit. Surtout que j'ai entendu dire que c'était quoi, il y avait un an ou deux, il y avait une grosse crise au niveau de ce genre de produit. Il y avait une maladie qui ravageait, qui décimait les élevages en Asie du Sud-Est. Donc du coup, le prix était devenu exorbitant. Et ça s'est ressenti ici même. Je le voyais chez mon fournisseur habituel parce que j'ai une recette que mon père m'a laissée de queue de scampi particulière que tu trouves nulle part ailleurs. Et pour ça, il faut des grosses queues de scampi, crevettes, gambas, enfin, c'est une espèce de grosses crevettes. Et j'achète ça dans un supermarché chinois pas loin, en surgelé. Mais le prix maintenant est devenu atroce à cause justement de cette crise qui se passe en Asie. Donc du coup, je me dis qu'ils sont motivés d'essayer de trouver des moyens de tricher. Bref, je me dis que
en voyant ces crevettes là qui sont vivantes, je me dis, ils n'ont pas pu trop injecter des saloperies là-dedans, parce que sinon, Non. voilà, elles seraient mortes. On va vous en entretenir plus tard. Donc on est en train d'un Voilà. peu se rattraper sur les fruits de mer, parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on avait déjà beaucoup abordé comme sujet jusqu'à présent. Donc voilà, avant de vous quitter, je tenais juste à dire un petit mot. Bon, si vous voulez montrer votre gratitude vis-à-vis de ce podcast et que vous voulez nous offrir un verre, allez sur parlercuisine.com, regardez sur la page de garde et normalement vous avez un petit bouton qui permet de choisir le verre que vous voulez nous offrir. Mais vous pouvez continuer à nous écouter sans nous offrir de verre. Et vous pouvez aussi nous écouter comme vous écoutez un livre audio avec audible.fr. Et si vous voulez supporter le podcast, enfin soutenir plutôt le podcast, vous pouvez aller sur parlercuisine.com/audible, vous cliquez sur le lien. C'est le lien qui est présent aussi dans les notes de l'épisode. Tout en bas, vous allez voir, j'ai mis une petite ligne qui dit que vous pouvez cliquer ici. Et vous abonner, vous avez le premier livre gratuit. Et en faisant ça, vous allez nous soutenir. Vous pouvez aussi passer directement par audible.fr, mais alors du coup, ça va pas trop nous aider. Et, vous n'êtes pas obligé d'acheter après. Le premier livre est gratuit, 0€. Vous choisissez dans le grand catalogue de livres audio. Et ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme un livre... c'est comme un podcast. Moi, j'ai lu des livres comme ça que je n'aurais jamais pensé lire dans le train quand je vais au boulot. Ou alors quand je fais la vaisselle. Très pratique. Quand vous en avez marre d'écouter les podcasts, vous avez marre d'écouter notre voix, et surtout celle de Guy, n'est-ce pas Guy? Tout à fait. Voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast, dites à vos amis de vous abonner et n'oubliez pas d'aller voir les autres podcasts. Nous sommes, si vous nous écoutez à partir de podradio.fr, je vous dis un grand bonjour, merci beaucoup. Podradio.fr, c'est un agrégateur de podcasts. C'est une radio en ligne où il ne diffuse que des podcasts en français. Allez voir ça parce que ça permet de faire des découvertes géniales. En tout cas, moi, j'écoute plus la radio, j'écoute souvent. Podradio.fr, ils sont disponibles sur TuneIn et je pense qu'ils ont aussi une app sur votre smartphone. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez passé ce moment en notre compagnie. Et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.